Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur RAL24 News. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Et pour ce nouveau numéro, je vous propose une escale en Éthiopie, un pays en pleine expansion et pourtant un conflit ou un abcès entre le gouvernement fédéral et le Front de libération du peuple du Tigré est venu jeter une ombre au tableau. Le TPLF, appelé plusieurs décennies au pouvoir suite à la chute de Mengistu, se convertit dans la rébellion armée qui va durer durant 2 longues années. Puis arrive un accord de paix qui semble remettre le pays sur le chemin de la sérénité politique et sécuritaire. D'ailleurs, les événements s'enchaînent. En 2 jours, 4 mois après la signature de l'accord de paix, le Parlement retire de la liste des groupes terroristes le TPLF après y avoir figuré durant plus d'1 an. Le lendemain, Reda Getchau, leader des ex-rebelles du TPLF, est nommé gouverneur par intérim du Tigré par le Premier ministre Ahmed Dabiye. Et pour comprendre les enjeux qui entourent la rébellion du TPLF, mais aussi l'accord de paix signé le 4 novembre dernier à Pretoria, après une médiation de l'Union africaine, j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir de Gamel Labina, journaliste indépendant et expert des questions internationales. Bonsoir Gamel. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et de François Deroche, président de l'ONG Justice et Droits sans frontières. Bonsoir François Deroche, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, à vos téléspectateurs et à votre invité Gamal que je connais bien. On se retrouve tout de suite pour la première partie de cette émission. Et avant de revenir sur cette actualité brûlante qui a marqué l'Éthiopie ces derniers jours, on revient à l'origine du conflit et je commence avec vous, Gamel Labina. Gamel, à votre avis, quelle a été la genèse de ce conflit entre le Front de libération du peuple du Tigré et le gouvernement fédéral éthiopien? Alors, officiellement et officieusement. Officiellement, c'était un mouvement indépendantiste, je parle donc des Tigréens, qui avaient perdu le pouvoir, puisqu'à l'époque c'était eux qui étaient aux commandes, et qui ont très mal vécu l'arrivée d'Abiy Ahmed, qui n'est donc pas du tout tigréen, qui est plutôt d'une des autres régions musulmanes d'ailleurs de l'Éthiopie, puisque c'est une fédération de 9 États aujourd'hui. Et donc, ils ont très mal vécu la perte de prestige et de pouvoir, puisque c'est un mouvement armé qui traditionnellement avait plutôt le contrôle militaire du pays et qui, un temps, on se souvient en 2020, ont pris les armes et ont effectivement attaqué une caserne. Donc, il y a eu plusieurs morts, il y a eu pas mal de règlement de compte entre guillemets, puis à l'arrivée de tout cela, eh bien une intervention du gouvernement fédéral tigréen d'Abiy Ahmed qui a considéré que c'était un acte évidemment non seulement de violence, mais un acte illégal conduit par des velléités simplement de reprise du pouvoir, car je le rappelle encore à l'origine, ils ont pris le pouvoir après la chute de Mengistu. Très bien, mais quels ont été, on parle, les experts et les observateurs internationaux parlent notamment de réformes que Ahmed Abiy voulait mettre en place. Pourquoi est-ce que les réformes de Ahmed Abiy gênaient le Front de libération du peuple du Tigré? Parce qu'il faut savoir que le peuple tigréen représente, alors sur la fédération éthiopienne, représente une partie très infime de la population. C'est à peu près 8% en tout de la population, et qu'ils avaient tous les pouvoirs, puisqu'ils s'étaient arrogés les pouvoirs de l'armée, qu'ils avaient la direction de l'État, qu'ils avaient évidemment les pouvoirs non seulement militaires mais économiques. Et très rapidement, Abiy Ahmed a décidé effectivement de répartir de façon un peu plus équitable non seulement les pouvoirs, mais surtout la richesse sur le territoire. Donc il a lancé un plan économique assez important, partenariat avec la Chine, avec 5 zones économiques spéciales. Il a lancé le grand barrage, on va en parler certainement, ce fameux barrage de la Renaissance qui est donc le barrage qui alimente le Nil à partir de l'Éthiopie. Eh bien, ça devait redonner une dynamique économique à l'Éthiopie. L'Éthiopie est un grand pays qui n'a jamais été colonisé, il faut le rappeler systématiquement. C'est un pays qui a gardé sa culture, sa langue, ses traditions, qui est pluriethnique, qui est pluri-religieux, puisqu'il y a des musulmans qui côtoient les chrétiens, des animistes et tout un tas d'autres petites religions. Donc l'Éthiopie est un grand enjeu dans la Corne de l'Afrique. C'est le pays le plus stable d'ailleurs, qui s'est intervenu assez souvent sur la guerre en Somalie. Et l'Éthiopie, c'est une pomme de discorde par rapport à ces fameuses guerres de l'eau qui risquent d'arriver. Donc toutes ces raisons ont fait que les Tigréens, qui sont plutôt proches de Washington, plutôt proches de l'Occident, ont décidé de prendre les armes avec le soutien, on le rappellera certainement, de Washington. On va en parler dans quelques instants justement du soutien de l'Occident à la rébellion, particulièrement du soutien des États-Unis. Une des réformes phares de Ahmed Abiy a été de vouloir mettre fin à la politique ethnique et construire une fédération. Pouvez-vous brièvement nous dire plus sur ce point, s'il vous plaît, Gamel?
Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y avait une ethnie effectivement minoritaire du Nord qui tenait le pouvoir. Et il y avait déjà, il faut se souvenir au préalable qu'Abiy Ahmed est un président qui a obtenu le prix Nobel de la paix. Et ce n'est pas pour rien. C'est à la suite de la négociation directe avec une guerre qui durait depuis très longtemps, depuis 1994, si je ne me trompe pas, entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Ils se sont enfin mis d'accord pour qu'il n'y ait plus de conflit. Ils sont tellement d'accord aujourd'hui qu'ils sont alliés par rapport aux Tigrés. En revanche, les Tigréens, eux, ont considéré qu'ils devaient garder les pouvoirs, puisque c'est les enfants d'Alez Menawi, qu'ils devaient garder les pouvoirs et qu'ils ne devaient surtout pas répartir ces différentes... cette fédération d'États ne devait pas leur être favorable de leur point de vue, parce qu'effectivement, quand on répartit les pouvoirs, forcément, il y a une perte de prestige. Et parallèlement à ça, il tenait aussi l'armée. Et Abiy Ahmed avait beaucoup écarté de responsables tigréens parce qu'il considérait effectivement que ça pouvait constituer un danger. Donc le prix Nobel de la paix qui a obtenu la paix avec l'Érythrée, d'ailleurs sous l'égide d'une négociation algérienne, il faut s'en souvenir, très rapidement s'est vu mis en difficulté alors que jusqu'à présent il était considéré comme un président éclairé et avait considéré qu'on devait sortir du piège de l'ethnicisation des régions nord, sud, est, ouest et surtout de l'idée qu'il devait y avoir une minorité 8% de la population, je l'ai rappelé, qui devait diriger une majorité. L'Éthiopie étant un pays très important sur le plan numérique, plus 100 millions d'habitants, et surtout un pays important sur le plan de l'Afrique, puisque c'est quand même à Addis Abeba que siège, ne l'oublions pas, le siège de l'Union africaine. Donc tout ça sont des éléments qui ont constitué effectivement une pomme de discorde par rapport à ce pouvoir perdu par les Érythréens, par les Tigréens, excusez-moi, et cette reprise du pouvoir par d'autres populations. On en parlera certainement, différentes populations dont Abiy Ahmed est issu. On va passer à François Deroche. François Deroche, ce conflit a marqué quand même l'actualité aussi vis-à-vis de la question humanitaire. Quelle est la situation humanitaire aujourd'hui après l'accord de paix, Monsieur François Deroche? Alors, la situation humanitaire, elle est catastrophique. On a 2 millions de déplacés, on a 100 000 personnes qui souffrent de famine. Il faut rappeler ce qu'est la famine. La famine, c'est ne pas pouvoir manger. On a 13,6 millions de personnes qui dépendent de l'aide humanitaire. Nous avons un pays qui est ruiné, qui est... aujourd'hui, on peut considérer que ce conflit a déclenché la pire catastrophe humanitaire au monde ces derniers temps après le Yémen. Donc aujourd'hui, on peut dire et notamment, c'est dans cette région de Tigré. Alors, aujourd'hui, je voudrais quand même revenir sur cet accord de paix qui est en vigueur depuis novembre entre le gouvernement éthiopien et le rebelle tigréen. Mais sur cet accord, moi je vais reprendre ma casquette de défenseur des droits de l'homme, laisse des populations entières sans perspective de justice ou de retour à une vie normale. On ne peut pas faire table rase du passé comme ça, comme si de rien n'était. Il y a eu quand même 600 000 morts, des traumatisés à vie sur plusieurs générations. Cette guerre au Tigré, elle fait partie malheureusement de ces guerres oubliées, dont le massacre qui s'est déroulé entre 2020 et 2022, loin des caméras. C'est pas comme aujourd'hui, comme en Ukraine. Aujourd'hui, c'est vraiment l'exact opposé de la guerre de l'Ukraine où les journalistes sont accueillis à bras ouverts, alors qu'on sait très bien que l'Éthiopie a refusé, c'était une zone militaire, aucun journaliste n'avait accès à cette zone de guerre. Et puis la vengeance c'était le maître mot. C'est pas une guerre de religion, c'est pas une guerre ethnique, c'est une guerre de pouvoir. Celui qui a, si vous voulez, la majorité chrétienne qui est aujourd'hui cohabite très bien avec les autres majorités, et c'est une guerre de pouvoir, et uniquement de pouvoir. Les Tigréens qui ne représentent que, comme l'a rappelé votre invité Gamal, 8%, mais en fait moi j'ai des chiffres de 6% de la population, mais ils ont toujours dirigé l'Éthiopie. En tout cas, je pense quand même malgré tout que la communauté internationale doit assumer sa responsabilité, parce que le Premier ministre Abiy Ahmed, quand il est arrivé en 2018, il a eu quand même le prix Nobel de la paix en 2019, et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est soldé par un vieux conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée, sauf que pour en finir, il y avait une domination des Tigréens, et puis il va lancer cet homme qui est quand même porteur du plus beau symbole de la paix. Il va attaquer une population entière et entraîner... Il y a eu effectivement une guerre
et des centaines de milliers de morts. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la responsabilité, parce qu'on a l'impression que vous mettez directement la responsabilité à Ahmed Abiy, même si j'aimerais qu'on revienne sur ce point dans la deuxième partie de notre émission. Gamel, je reviens vers vous. À la lumière de ce que vient de nous dire François Deroche, finalement, quel a été l'enjeu de ce conflit qui a duré 2 ans et qu'on vient de très bien le rappeler, Gamel, François Deroche a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes et surtout forcé 2 millions d'autres personnes au déplacement interne, ce qui sont des chiffres qui font froid dans le dos, faut le dire, mais aussi la facture de la reconstruction, elle est très haute, elle est estimée à 20 milliards de dollars. Quel est l'enjeu finalement, Gamel Abina? Je dirais, je comprends les positions de François par rapport au fait qu'il y a effectivement des morts, et c'est des morts de trop. Indiscutablement, les populations civiles ont subi une guerre qu'elles n'avaient pas réclamée. Mais il faut se rappeler tout de même que la genèse du conflit, c'est bien les Tigréens qui ont ouvert, c'est eux qui ont tiré, qui ont attaqué le centre du pouvoir, puisqu'il y avait un pouvoir fédéral là-bas, et très rapidement, qui sont montés jusqu'à la capitale, ils allaient jusqu'à Addis Abeba. Ce qui a stoppé la progression des Tigréens, c'est effectivement une véritable avance technologique dont bénéficiait le pouvoir central d'Abiy Ahmed, qui d'ailleurs a revêtu le costume de l'armée. Il était en militaire lorsqu'il a fait la contre-offensive, et surtout le soutien des Turcs qui ont apporté les Baytar et qui ont permis de liquider la colonne de véhicules blindés de chars qui arrivaient sur Addis Abeba. Donc, qu'est-ce qui a commencé le conflit? Évidemment, c'est les Tigréens parce qu'ils ont été frustrés de perdre le pouvoir. Qu'est-ce qui a pérennisé ce conflit? C'est qu'ils n'ont pas accepté la fédéralisation de l'État. Parce qu'évidemment, quand on dit fédéral, on dit plus de pouvoirs locaux. Et surtout, qu'est-ce qui a augmenté la colère des Tigréens? C'est un sentiment non pas d'injustice sociale, puisque l'Éthiopie est un pays qui est pauvre, mais qui se développait malgré tout. C'est surtout un sentiment de perte de prestige, de se dire nous étions au pouvoir, nous étions les plus forts, nous avons chassé les communistes, nous avons chassé tout ce qui est considéré comme étant l'ancien régime plutôt pro-soviétique, nous étions rapprochés du bloc de l'Ouest, on s'en souvient. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, il y a une organisation l'année dernière, enfin je crois il y a 2 ans, par Washington, d'une fédération de mouvements tigréens disparates pour faire un mouvement unitaire et pour lutter contre Abiy Ahmed. Oui, ça aussi, on va en parler dans la deuxième partie de notre émission qu'on entame tout de suite. Alors Gamel, je continue avec vous puisque vous avez commencé à parler de ce point. Justement, les États-Unis, beaucoup d'observateurs africains, mais aussi le président érythréen accusent les États-Unis d'avoir soutenu ouvertement le Front de libération du Tigré lors de sa rébellion. Et comme vous venez de le rappeler, il y a eu même la tentative de mettre en place une fédération de groupes rebelles. Quel était l'objectif des États-Unis finalement, Gamel ? Alors, comme toujours, les États-Unis sont toujours là pour apporter la paix, le bonheur et la joie dans le monde, mais dans les faits, ils veulent juste déstabiliser un pays qui devient moins satellisé. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'ancienne direction politique, effectivement, ils étaient pro-américains. On a vu les dégâts produits par rapport à l'Éthiopie, par exemple, par rapport à la Somalie, je voulais dire, par rapport à la plupart des pays de la région. Et puis très rapidement, avec l'arrivée d'Abiy Ahmed, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un homme qui était beaucoup moins malléable et qui se rapprochait du bloc de l'Est. Donc il se rapprochait évidemment des Chinois, puisque les Chinois ont investi massivement en Éthiopie, 5 zones d'économie spéciale dans lesquelles la Chine a mis énormément d'usines, beaucoup d'argent, beaucoup d'infrastructures. C'est vraiment un pont pour cette fameuse nouvelle route de la soie que les Chinois ont mise en place. Et puis deuxième aspect, c'est qu'effectivement les Éthiopiens qui ont fort d'un passé prestigieux, on se rappelle de Mélénique qui avait battu les Italiens à l'époque où encore une fois l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. L'Éthiopie a gardé sa tradition, sa langue, sa culture, ses cultures et a conservé une certaine indépendance. On se souvient évidemment de ce fameux pays qu'on appelait à l'époque, qui avait été attaqué par l'Italie fasciste de Mussolini à l'époque ça a duré 4-5 ans, une colonisation très courte, mais tout de même un massacre de grande échelle face au Négus à l'époque qui dirigeait le pays et qui avait appelé l'Occident à le soutenir, ils ne l'ont pas soutenu. Eh bien, tout cela a forgé dans l'inconscient collectif éthiopien une certaine fierté d'une indépendance nationale et surtout le sentiment que côté occidental, quand l'Italie fasciste attaquait, eh bien, ils ont tout fait pour obtenir de la part de l'ONU une action et ça n'est pas arrivé. Donc l'Éthiopie a gardé cette douleur globale et en même temps, c'est une grande nation africaine, une nation qui est en devenir, qui devient de plus en plus riche, de plus en plus importante sur un plan géopolitique et qui s'est rapprochée effectivement de l'Est au détriment de l'Ouest. Donc c'est une des raisons qui a poussé Washington à déstabiliser le pays comme ils le font si bien. On l'a vu au Soudan, à la frontière éthiopienne encore une fois, et ils poussent les Soudanais. On l'a vu avec l'Égypte, on l'a vu surtout en Irak, qu'ils ont divisé en 3 parties, en Libye, qu'ils ont divisé en 3 parties. Les États-Unis ont l'habitude toujours de diviser les pays qui essaient de trouver des terrains d'entente ou à minima de trouver un système de fédéralisation. Et d'ailleurs, j'ai un exemple très concret. On retrouve en Éthiopie ce qu'on trouve en Ukraine, à savoir le refus d'un État fédéral au profit d'un État fragmenté, ce qui a déclenché la guerre d'Ukraine et d'Éthiopie.
Très bien, merci. Je passe vers vous, François Deroche. On reste toujours sur l'implication des États-Unis. Beaucoup d'observateurs occidentaux, cette fois-ci, affirment que le fait que le Parlement ait retiré le Front de libération du peuple du Tigré de la liste noire du gouvernement éthiopien a été fait sous pression américaine. Qu'en pensez-vous, François Deroche ? Évidemment, évidemment, pas uniquement américaine, mais aussi européenne. On sait également que la guerre s'est arrêtée, je vais rebondir sur ce qu'a dit Gamal, la guerre s'est arrêtée car le TPLF, il a été laminé, c'est lui qui a déposé les armes, et les leaders occidentaux commencent à faire la cour à Abiy Ahmed afin d'éviter que cette prometteuse économie éthiopienne ne tombe sous la coupe des Chinois, tout simplement. On sait par contre que l'envie de vengeance, l'envie est plus forte que jamais, parce que sans jugement, on ne pourra jamais avancer. Il faut que chacun fasse son deuil. 600 000 morts, c'est pas rien. Des femmes qui ont été violées, ce n'est pas rien. Un pays, des injustices qui ont été encastrées dans l'histoire de l'Éthiopie et de l'Érythrée, c'est quelque chose d'inacceptable. Et puis autre chose, aujourd'hui on a une force. L'accord ne comporte pas deux parties qui font deux factions qui font partie de ce conflit, qui sont les forces pro-gouvernementales d'Érythrée au nord et qui restent aujourd'hui au Tigré. Et puis vous avez aujourd'hui les rebelles qui aujourd'hui de la région éthiopienne qui restent, donc qui ne sont pas mentionnés dans l'accord. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces partis qui ne sont pas, qui continuent à crier vengeance malgré tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on fasse attention. Ce n'est pas uniquement une affaire de gros sous. C'est pas parce que les États-Unis et l'Occident veut la paix dans cette région, il veut la paix uniquement pour servir les intérêts occidentaux et les intérêts américains. Mais si on veut que la paix soit durable, il faut absolument que tous ceux qui ont commis des crimes répondent de leurs crimes. Il faut absolument qu'on puisse avancer sur des bases saines. François Deroche, même si, comme vous venez de le signaler, cet accord reste encore à réviser, le chemin pour la paix reste encore lent. Cela dit, quand même, l'Éthiopie a franchi deux pas très importants. Le premier qu'on vient de signaler, le fait d'avoir retiré l'organisation terroriste, le TPLF, mais aussi le fait d'avoir nommé Reda Getchau responsable par intérim de la région du Tigré. Est-ce que ce ne sont pas là des prémices pour une paix durable, justement, qui se construit après une guerre qui, comme vous venez de le rappeler, a été une guerre sanglante? Évidemment, je ne peux qu'applaudir toute action pour la paix, c'est une évidence. Mais encore une fois, je reste persuadé que pour pouvoir faire son deuil, pour pouvoir avancer, il faut pouvoir juger. Les tribunaux sont justes. Il ne faut pas avoir peur de ce que va décider ce qu'appelle la justice internationale et la justice nationale de ces pays-là. Parce que les conséquences sur les civils, et ça ce qui m'importe le plus, sont énormes, au-delà même des violations directes des droits humains dont ils sont victimes. Si vous voulez, dans toutes les régions qui ont été touchées par la guerre, les hôpitaux, quand ils n'ont pas été complètement détruits par les bombardements ou vandalisés, n'ont plus les moyens de fonctionner. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est une région c'est la grande famine qui sévit dans cette région. Et l'accès à l'éducation est totalement interrompu. Il ne faut pas oublier cela. Et on peut dire, même si les écoles ont redémarré depuis quelques jours, ce n'est pas suffisant. Il y a eu aussi le rétablissement de certaines modalités de vie quotidienne pour améliorer la vie du quotidien. L'électricité, le gaz commence à revenir, les routes sont ouvertes, des couloirs aériens aussi ont été ouverts pour pouvoir acheminer les aides au Tigré. Est-ce que cela ne sont pas justement des prémices et la prise de conscience du gouvernement éthiopien de la nécessité d'aller vers la paix, justement? Évidemment. Et brièvement, parce que le temps commence à nous manquer.
Effectivement, ce sont des prémices, mais je suis très attaché à la justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut vraiment avancer, il faut mettre à plat sur la table. Il faut pas avoir peur. Il faut absolument qu'on puisse avancer il ne faut pas avoir peur de la justice. C'est ce que je dis aux belligérants pour pouvoir construire une paix durable, une paix une paix comme la paix qui a été construite entre les Allemands et les Français. Mais ça a été fait uniquement après un jugement, on se rappelle du Nuremberg, on se rappelle de tous ces procès fleuves qui ont marqué l'histoire de ces deux pays. Et si aujourd'hui on veut parler, en fait, aujourd'hui il y a des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, donc on ne peut pas... Au même titre que l'ensemble des conflits dans le monde, je pense notamment à l'Irak où beaucoup d'acteurs n'ont pas été jugés, n'ont même pas peur de la justice, ou encore en Palestine et ailleurs dans les territoires occupés, en Afrique, au Sahara occidental notamment. J'ai une dernière question à vous poser sur justement, à votre avis, à la lumière, Gamel, à la lumière brièvement et à la lumière de ce que vient de nous dire François Deroche sur la question humanitaire et la nécessité justement de passer à une justice plus juste pour l'ensemble des belligérants, mais surtout pour les civils. Comment est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement éthiopien et le TPLF vont pouvoir cohabiter pour la paix, à votre avis? Bon, François vient de dire justement que le TPLF a déposé les armes parce qu'il a perdu la guerre. Il n'y a pas de secret là-dessus. Ensuite, l'Éthiopie n'a pas été lâchée par ses alliés russes et chinois, plus encore par les Turcs, ce qui est très surprenant d'ailleurs. Donc on se rend bien compte que le monde change très vite et que le but maintenant d'Abiy Ahmed, et je pense que c'est la chose qu'il doit poursuivre, c'est de gagner, après avoir gagné la guerre, gagner les cœurs. Il y a une fracture qui s'est faite dans l'Éthiopie. Les Tigréens ne voulaient pas l'indépendance, ils voulaient le pouvoir de toute l'Éthiopie. Donc ils voulaient rétablir une dictature déguisée. Souvenons-nous quand même qu'Haïlé Sélassié a été lâché par l'Occident alors qu'il était pro-occidental, qu'ils l'ont laissé mourir sous les bombes de Mussolini. Souvenons-nous aussi que le Mengistu qu'il a assassiné a été aussi lâché par les Soviétiques à l'époque, après la chute de l'Union soviétique. Et souvenons-nous que l'Éthiopie a toujours basculé entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Aujourd'hui, ça serait plutôt à l'Est. Et ce qui s'est passé avec le Tigré, c'était une volonté américaine de rétablir un pouvoir qui leur est favorable. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est effectivement d'apaiser les douleurs des gens, parce qu'effectivement, si bien le rappeler, les malheureux qui ont souffert, c'était essentiellement les Tigréens, parce qu'ils ont été effectivement réduits à l'état de misère, et de mendicité, quasiment de famine. Et à côté de ça, 600 000 morts, c'est monstrueux comme chiffre, on le sait, même si c'est un pays où il y a énormément d'habitants. Mais le seul moyen d'en sortir, effectivement, c'est d'apporter d'abord un peu de bien-être, la réduction des peines, et éventuellement des poursuites derrière, mais ce sera dans un second temps. D'abord, ramener un petit peu de calme, ramener un petit peu d'économie, ramener de la sérénité dans les cœurs et dans les esprits, et faire en sorte que la paix soit effective de par des actions concrètes. Très bien, je vous pose la même question et brièvement, François Deroche. Comment est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement fédéral et le TPLF vont pouvoir cohabiter pour la construction d'une Éthiopie plus forte? Il faut juger. Et puis, après avoir jugé, il faut essayer d'injecter la paix dans cette région. Mais moi, je suis quand même j'ai peur parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des alliances régionales qui sont totalement divergentes, qui sont en train d'apparaître. D'un côté, vous avez le gouvernement somalien et érythréen qui apportent leur soutien au gouvernement fédéral. Et puis, vous avez de l'autre côté le Soudan, aujourd'hui, qui se place du côté de Tigré. Donc, aujourd'hui, cette région, la Corne de l'Afrique, reste totalement instable et il faut espérer la paix pour pouvoir avancer. Très bien. Merci, monsieur François Deroche. Voilà. Merci François Deroche. Merci Gamel Abina aussi de nous avoir accompagnés durant ces 26 minutes. Merci, très chers téléspectateurs, de rester fidèles à Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question. Excellente soirée à tous.